L'Indonésie est désormais l'un des nouveaux pays émergents dans le monde. Eh bien, quels sont les impacts de cette émergence sur le territoire? Le pays vient d'élire aussi un nouveau président. Eh bien, quels sont les chantiers que celui-ci est amené à ouvrir? L'Indonésie est en Asie du Sud-Est, à la latitude de l'équateur. Le pays est entouré de nombreux États voisins et par sa position géographique, il fait le lien entre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. C'est le plus grand archipel du monde, avec un territoire de 2 millions de kilomètres carrés et quelques 13 000 îles. On connaît les plus grandes, Sumatra, Java, Bornéo, que le pays partage avec la Malaisie et Brunei, les célèbres, la Nouvelle-Guinée, que l'Indonésie partage avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays est à la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indo-australiennes, ce qui explique la présence de nombreux volcans sur le territoire indonésien, mais aussi les séismes et les tsunamis qui touchent le pays. On se souvient du tsunami de 2004, qui aurait fait, rien que dans la province d'Aceh, près de 170 000 morts. L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde, avec 254 millions d'habitants. Et quand on regarde une carte de densité de la population, on voit que celle-ci est particulièrement concentrée sur Java, où se trouve la capitale, Jakarta. Les peuples en Indonésie, c'est le paradis des ethnologues. Plus de 300 groupes ethniques identifiés, tels que les Javanais, les Minangkabau, les Bugis, les Papous, et avec plus de 700 dialectes différents dans le pays. L'Indonésie, c'est aussi le premier pays musulman au monde, avec environ 210 millions de fidèles. Près de 90% de la population dans le pays est musulmane. On trouve aussi des hindous, des catholiques, des protestants. L'Indonésie, c'est donc un pays au territoire très morcelé et à la population très diverse. Et si je vous parle aujourd'hui de ce pays, c'est parce qu'en juillet 2014, les Indonésiens ont élu démocratiquement un nouveau président, Joko Widodo. C'est important, car de 1965 à 1998, l'Indonésie a connu la dictature, sous la présidence d'abord du général Sukarno, puis celle du général Suharto. En 1998, Suharto est chassé du pouvoir par la rue et l'Indonésie commence sa marche vers la démocratie. En 2004 a eu lieu la première élection présidentielle au suffrage universel direct et Joko Widodo, surnommé l'Obama indonésien, est le premier président non issu de la classe politique au pouvoir pendant la dictature. Alors qu'est-ce qui attend Joko Widodo pour sa présidence jusqu'en 2019? Tout d'abord, des conditions économiques plutôt favorables. Le taux de croissance du PIB de l'Indonésie était de 5,8% en 2013. Alors sur quoi repose cette croissance? Notamment sur un marché intérieur en expansion. 254 millions d'habitants et un PIB par habitant en hausse. En 1998, à la fin de la dictature, il était d'environ 5 400 $ et en 2013, il était de 9 300 $. Selon le Boston Consulting Group, les classes aisées et la classe moyenne indonésienne représentaient en 2012 74 millions de personnes. Or, ce chiffre va doubler d'ici 2020, 141 millions de personnes, soit 53% de la population. L'Indonésie est un pays riche. Pétrole, gaz, étain, nickel, cuivre, bauxite, manganèse. C'est le premier producteur au monde d'huile de palme, cultivée principalement sur l'île de Sumatra et à Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo. Et puis enfin, le pays se trouve sur les rives du détroit de Malacca. Les ports indonésiens sont donc sur la route reliant les pays d'Asie du Sud-Est, gros consommateurs d'énergie, et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, grands producteurs d'énergie. C'est donc un axe maritime majeur où passent chaque année près de 80 000 navires et environ 30% du commerce maritime mondial. Alors, grâce à ces différents paramètres, l'Indonésie est aujourd'hui la 16e puissance économique mondiale. C'est pourquoi elle est membre maintenant du G20, et pour le cabinet McKinsey, en 2030, elle pourrait devenir la 7e puissance mondiale, passant devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors, un tel développement économique est impressionnant, mais évidemment, il n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'Indonésie dispose de la 3e forêt tropicale au monde, derrière le Brésil et le Congo. Mais cette forêt recule chaque année au profit des plantations de palmiers à huile.
En 2012, l'Indonésie est le pays où la déforestation a été la plus importante au monde, loin devant le Brésil. Ainsi, entre 2000 et 2012, l'Indonésie a perdu 6 millions d'hectares de forêt, soit pratiquement la superficie de l'Irlande. Alors pour comprendre l'ampleur du phénomène, allons voir l'île de Bornéo. Voici le couvert forestier de l'île en 1950 et sa progressive disparition au fil des décennies. Or, cette immense forêt tropicale abrite de nombreuses espèces, orang-outans, éléphants, tigres, oiseaux, et certaines sont d'ores et déjà en voie de disparition. En plus, la déforestation réduit la capacité de la forêt à capter le CO2. Donc l'Indonésie a mis en place en 2011 un moratoire sur les permis de déforestation, mais il s'agit le plus souvent de coupes illégales et les autorités manquent de moyens pour surveiller les forêts. À cela s'ajoute l'urbanisation. La population urbaine était de 80 millions de personnes en 1998 et elle est passée maintenant à 130 millions. Voici les principales villes d'Indonésie. On voit que l'urbanisation touche inégalement le territoire. Et c'est encore plus visible la nuit. Et sur cette image satellite, le territoire le plus illuminé, c'est l'île de Java. Jakarta et son agglomération comptaient 30 millions d'habitants en 2010, soit quasiment la moitié de la population de la France. L'urbanisation rapide de Jakarta a causé de nombreux problèmes, embouteillages permanents, affaissement de certains quartiers de la ville, inondations répétées, si bien que le pouvoir envisage de changer de capitale afin de décongestionner Jakarta. Et parmi les alternatives envisagées, il y aurait Palangkaraya sur l'île de Bornéo, ce qui permettrait de rééquilibrer la création de richesses sur les territoires indonésiens. Parce qu'il y a d'importantes inégalités entre les différentes régions du pays. Vous voyez sur cette carte les zones où plus de 20% de la population vivait dans la pauvreté en 2007. Même si le développement économique a permis une hausse du PIB par habitant, il y avait toujours en 2011 43% de la population qui vivait avec moins de 2 dollars par jour. Et si on regarde les zones de pauvreté, on remarque que la région de Jakarta est épargnée, mais que la Papouasie est particulièrement touchée. Alors cette région de Papouasie occupe une place particulière en Indonésie et pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire. En 1949, les Pays-Bas reconnaissent l'indépendance de l'Indonésie, mais la Papouasie occidentale, sur l'île de Nouvelle-Guinée, reste colonie néerlandaise. Puis en 1963, la Papouasie rejoint l'Indonésie, elle est renommée Irian Jaya, et tout cela sans large consultation des populations locales. Un mouvement séparatiste armé est alors créé, l'Organisation pour une Papouasie libre, qui milite pour l'indépendance de la Papouasie et pour une meilleure répartition des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources naturelles, trop inégalement réparties entre les compagnies étrangères, Jakarta et la Papouasie. Autre sujet de tension, la part des Papous dans la population de la région recule progressivement face à l'arrivée de Javanais. C'est la conséquence d'une politique de transmigration décidée par Jakarta et qui vise à limiter la surpopulation de l'île de Java. Les Papous se distinguent du reste de la population indonésienne par leur langue, appartenant au groupe des langues papous, et par la religion, le protestantisme, dans un pays majoritairement musulman. De nombreuses manifestations dénoncent la situation de la Papouasie, durement réprimée par l'armée indonésienne et peu relayée, car cette région de l'Indonésie est quasiment interdite aux journalistes étrangers et aux ONG. Et puis d'autres séparatismes ont secoué l'histoire de l'Indonésie. Celui du Timor oriental, qui est devenu indépendant en 2002, celui de la province d'Aceh avec le GAM, le Mouvement pour l'indépendance d'Aceh. Après plusieurs décennies de conflits, un accord de paix a été conclu entre le GAM et le gouvernement en 2005. Alors évidemment, une telle étendue de territoire, une telle diversité de population pose régulièrement la question de l'unité de la nation. La religion, elle aussi, est une source de conflit en Indonésie. Les autorités font face à la montée des extrémismes musulmans qui se matérialisent tout d'abord par des victoires politiques locales qui ont permis l'adoption de législations inspirées de la charia dans certaines provinces et réellement appliquées dans la province d'Aceh. Et il y a aussi l'émergence de groupes terroristes comme Jamaah Islamiyah, proche d'Al-Qaïda,
et qui est responsable de plusieurs attentats en Indonésie, dont celui de Bali qui avait fait plus de 200 morts en 2002. Et même si le dernier attentat a eu lieu en 2009, plusieurs groupes terroristes sont toujours actifs aujourd'hui en Indonésie. Alors si je résume quelques-unes des problématiques que j'ai évoquées aujourd'hui à propos de l'Indonésie, avec l'exemple du terrorisme islamiste, on est face à la question des identités régionales et des influences extérieures sur le pays, sur l'Indonésie. Avec la question de la Papouasie, on est face à la question du mépris de l'autre et de l'erreur classique face au sens obligatoire du progrès. Et puis avec l'histoire de la déforestation, on est face à la question de l'usage et de la rentabilité lente ou rapide d'un territoire. On le comprend, avec un archipel aussi étendu entre Asie et Océanie, on mesure la nécessité du contrôle maritime et terrestre pour préserver le maintien de l'unité nationale. Eh bien, c'est un chantier à la fois constant et complexe pour un pays aussi divers et aussi vaste que l'Indonésie. Vous pouvez lire Indonésie, les voies de la survie de François Rayon, publié chez Belin, et puis The Archipelago Economy du McKinsey Global Institute, un livre qui estime que l'Indonésie pourrait devenir la 7e puissance économique mondiale en 2030, devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.